22 juillet 1944. À l'aube, des soldats soviétiques enfoncent les grilles d'un camp de concentration en Pologne. Ce qu'ils découvrent dépasse tout ce que la guerre leur avait déjà montré. Des montagnes de chaussures d'enfants, des sacs remplis de cheveux humains, et cette odeur insoutenable de chair brûlée qui semble flotter jusque dans les murs. Même les soldats les plus endurcis en vomissent. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Car derrière ces crimes se cachait un homme. Un nom. Erich Moosfeld. Celui qui fit brûler vifs des prisonniers, parfois même des enfants, au nom d'un idéal démentiel. Et le destin qu'il connut après la guerre glace encore le sent aujourd'hui. Avant de vous révéler l'histoire de cet homme et la justice impitoyable qu'il a fini par affronter, faites une chose essentielle. Abonnez-vous dès maintenant à Armée d'hier, War World 2. Ici, nous explorons les recoins les plus sombres de l'histoire, ceux que d'autres préfèrent taire. Dites-moi en commentaire quel personnage vous souhaitez voir exposé dans une prochaine vidéo, et partagez celle-ci, pour que la mémoire de leurs victimes ne disparaisse jamais. Préparez-vous, car voici la vérité terrifiante d'Erich Moosfeld. Les soldats de l'armée rouge qui avançaient à travers la Pologne occupée par l'Allemagne en juillet 1944 s'attendaient à une résistance farouche. Mais ils se heurtèrent à une situation bien pire. Le camp de concentration de Majdanek, quasiment intact, ses machines de mort préservées tel un musée du mal humain. Cette libération marqua un tournant dans l'histoire de l'humanité, révélant au monde l'ampleur des camps d'extermination nazis, avec des preuves irréfutables. Les commandants soviétiques convoquèrent des journalistes internationaux, des observateurs alliés et des responsables militaires pour constater de visu ce que les nazis avaient construit. Leurs découvertes dépassèrent l'entendement. Des chambres à gaz conçues pour ressembler à des douches, des fours crématoires contenant encore des restes humains, et des archives nazies méticuleuses documentant chaque meurtre. Parmi les milliers de personnes qui ont orchestré ce cauchemar se trouvait Erich Moosfeld, un homme dont la cruauté sadique dépassait même les normes terrifiantes des unités SS de la mort. Né le 18 février 1913 à Neubourg, en Allemagne, la jeunesse d'Erich Moosfeld n'avait rien d'extraordinaire. Il fréquenta l'école primaire jusqu'en 4e, à 17 ans, termina un apprentissage de boulanger. Il se maria, eut un fils et semblait voué à l'anonymat. Mais le 30 janvier 1933 brisa toute perspective de normalité. Adolf Hitler prit le pouvoir en tant que chancelier du Reich, et l'Allemagne entama sa descente rapide vers la folie totalitaire. Moosfeld rejoignit avec enthousiasme la SA la même année. En 1937, il fut transféré à la SS. En 1939, il devint membre à part entière du parti nazi. Le boulanger de Neubourg avait trouvé sa véritable vocation dans la machine génocidaire. Le 31 septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclata lorsque les chars allemands franchirent les frontières de la Pologne. En janvier 1940, il fut incorporé au SS Totenkopfverband, ces fameuses unités à tête de mort reconnaissables à leur insigne de col orné d'une tête de mort. Il ne s'agissait pas de combattants, mais d'administrateurs de camps spécialement formés, dont le seul but était de gérer les camps de concentration et de faciliter la solution finale, l'extermination systématique des Juifs d'Europe. Theodor Eck, premier commandant de Dachau, créa ces unités en 1934 avec des instructions explicites. Traiter les prisonniers comme des ennemis de l'État, dignes d'être anéantis. Les gardes recevaient une formation mettant l'accent sur une discipline stricte et une cruauté extrême. Moosfeld assimila parfaitement ces leçons. En août 1940, il était en poste à Auschwitz, où il était chef des commandos de travail des prisonniers et chef de bloc. C'est là qu'il apprit les rouages bureaucratiques du meurtre de masse, comment déplacer efficacement les êtres humains de leur arrivée à leur mort, et comment extraire un maximum de main-d'œuvre avant leur élimination. La hiérarchie brutale du camp récompensait la cruauté par des promotions. Moosfeld excellait dans l'art d'infliger des souffrances, mais Auschwitz ne lui servit que de terrain d'entraînement. Sa véritable descente vers la dépravation absolue commença avec son transfert en novembre 1941 au camp de concentration de Majdanek, où il prit le commandement des opérations du crématorium. L'hiver 1941 à 1942 marqua le début d'une innovation terrifiante. Les autorités du camp commencèrent à utiliser du gaz toxique Zyklon B dans des chambres improvisées pour assassiner les prisonniers jugés trop faibles pour le travail. Initialement expérimentales, ces opérations de gazage furent systématisées dès octobre 1942 et se poursuivirent jusqu'à la fin de l'année 1943. Majdanek comptait finalement au moins 3 chambres à gaz. 2 d'entre elles étaient des douches astucieusement camouflées, équipées de portes étanches et de systèmes de ventilation. Les gardes y entassaient des dizaines de prisonniers nus, leur promettant des douches. Une fois les portes fermées,
les SS larguaient des granulés de Zyklon B par les ouvertures du plafond. La mort survint en 15 à 20 minutes d'agonie. Les SS exterminèrent des dizaines de milliers de Juifs à Majdanek par de multiples méthodes. Gazage, fusillade, pendaison, coups, famine délibérée et maladies artificielles. La plupart des victimes étaient arrivées comme travailleurs forcés, puis mouraient, leur corps languissant sous l'effet de conditions brutales. Moosevelt a joué un rôle central dans l'opération Fête des Moissonneurs. Fin octobre 1943, des ordres étranges furent donnés. Les prisonniers juifs des camps de Majdanek, Poniatowa et Trauniki reçurent l'ordre de creuser de longues et profondes tranchées. Les autorités du camp affirmèrent que ces tranchées étaient destinées à la défense aérienne. Les prisonniers étaient bien conscients de la situation. Les 3 et 4 novembre 1943, les forces allemandes perpétrèrent le plus grand massacre de Juifs en une seule journée de toute la Shoah. Environ 43 000 prisonniers juifs furent systématiquement assassinés en 48 heures. Les gardes ordonnaient aux victimes de se déshabiller complètement, puis de pénétrer dans les tranchées qu'ils avaient creusées. Une fois entassés à l'intérieur, les SS postés le long des tranchées ouvraient le feu à la mitrailleuse et aux fusils. Le massacre continua pendant des heures. Des haut-parleurs diffusaient de la musique à plein volume dans les camps. Marches, morceaux classiques, chansons populaires, tout était conçu pour couvrir les cris et les coups de feu. Heinrich Himmler avait personnellement ordonné ce massacre à la suite de plusieurs soulèvements de prisonniers juifs. Moosevelt se trouvait parmi ceux qui appuyaient sur la gâchette en ce mois de novembre. Des témoins ont rapporté qu'il semblait dynamisé par le massacre, enthousiaste à l'idée du nombre de victimes. Les témoignages de survivants dépeignent Moosevelt comme un sadique pervers qui se réjouissait sincèrement du nombre élevé de victimes. Constamment ivre, il portait partout une épaisse matraque en bois, l'utilisant pour frapper les prisonniers jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance pour des infractions réelles ou imaginaires. Un survivant se souvient que Moosevelt avait remarqué un prisonnier souriant à un conducteur de chariot. Cette petite expression d'humanité l'avait mis en colère. Il s'est immédiatement approché et a frappé l'homme à la mâchoire avec une telle force que ses dents se sont brisées et la victime s'est effondrée. Moosevelt a alors commencé à lui donner des coups de pied, dans les côtes, la colonne vertébrale, le crâne, à plusieurs reprises et méthodiquement. Un autre incident a révélé une pathologie encore plus sombre. Après avoir frappé un prisonnier à coups de poing jusqu'à ce qu'il perde connaissance, Moosevelt saisit le manche d'une pelle en bois. Il lui ouvrit la bouche de force et lui enfonça le manche dans la gorge avec une telle violence qu'il en perfora les tissus internes. Puis il s'éloigna, laissant le prisonnier mourant étendu là, le manche dépassant de sa bouche. L'homme s'est éteint lentement pendant plusieurs heures. En tant que chef du crématorium, Moosevelt terrorisait tout le camp avec des menaces terrifiantes. Il s'approchait de prisonniers au hasard et leur disait « Je vous attraperai bientôt, je vous préviens, je vous brûle vif ». Ce n'étaient pas des menaces en l'air, mais des promesses qu'il tenait souvent. Un récit poignant concerne une jeune Polonaise d'une vingtaine d'années qui apprit qu'elle devait être gazée. Lorsque Moosevelt vint la chercher, elle l'attaqua, lui griffant le visage en hurlant « Pourquoi dois-je mourir ?» Sa réponse fut « Tu seras brûlé vif pour ça ». Il ordonna aux gardes de lui lier les mains et les pieds avec du fil de fer, puis de l'attacher au chariot métallique utilisé pour charger les corps dans les fours crématoires. Elle était pleinement consciente et hurlait lorsqu'ils poussèrent le chariot dans les flammes. De longues files de condamnés se formaient chaque jour devant le crématorium, attendant d'être pendus à des crochets métalliques. Moosevelt sélectionnait personnellement ses victimes parmi les prisonniers les plus faibles, les jours où le taux de mortalité naturelle baissait. De nombreux témoins ont affirmé que Moosevelt prenait un plaisir particulier à assassiner des enfants juifs. Jerzy Lang, survivant de l'Holocauste, a livré un témoignage glaçant sur un schéma récurrent. Action révélatrice avec Moosevelt. Un jour, après que Moosevelt eut exécuté 80 prisonniers d'une balle dans la nuque, il s'est plaint de violents maux de tête. Lorsque Nisly a suggéré que les exécutions avaient pu être source de stress, Moosevelt a explosé de rage. Il affirmait que tuer une personne ou 80 n'avait aucune importance. Fait extrêmement rare, une jeune juive de 16 ans survécut à la chambre à gaz. Lorsque les ouvriers la découvrirent vivante parmi les cadavres, Nisly l'examina et conclut qu'elle survivrait probablement avec des soins médicaux. Il a supplié Moosevelt de lui permettre de lui sauver la vie. Sa demande a été rejetée. Moosevelt lui a tiré une balle dans la nuque alors qu'elle était encore à peine consciente. En août 1944, Moosevelt fut envoyé au combat sur le front de l'Est. Blessé, il fut transféré au camp de concentration de Flossenbürg début avril 1945.
Les conditions de vie à Flossenbürg étaient plus cruelles que dans d'autres camps. Les autorités nazies créèrent délibérément des conditions de détention si horribles que le taux de suicide des prisonniers grimpa en flèche. Les gardes procédaient régulièrement à des exécutions arbitraires et imposaient aux prisonniers des appels interminables, de 6 à 8 heures. Le camp fut évacué à la mi-avril 1945 à l'approche des forces américaines. Lors de la marche de la mort qui suivit, des témoins virent Moosevelt abattre personnellement des dizaines de prisonniers qui s'effondraient d'épuisement. Pour ces atrocités commises dans plusieurs camps, l'Allemagne nazie décerna à Erich Moosevelt la Croix du mérite de guerre de 2e classe. Mais 1945 marqua la capitulation de l'Allemagne. Les forces alliées capturèrent Moosevelt. Un tribunal militaire américain le jugea en janvier 1947 pour les atrocités commises à Flossenbürg. Reconnu coupable, il fut condamné à la réclusion à perpétuité. Mais la Pologne exigea son extradition, sachant que ses pires crimes avaient été commis sur son sol. Le procès d'Auschwitz s'ouvrit à Cracovie le 24 novembre 1947 et dura un mois. Le tribunal national suprême polonais entendit les témoignages de dizaines de survivants. Pendant la guerre, Moosevelt avait dit un jour à un prisonnier politique polonais « Si vous, les Polonais, n'étiez pas si stupides, nous n'aurions pas à vous brûler dans des crématoires. » Ces mêmes Polonais siégeaient alors au tribunal. Le verdict tomba en décembre 1947. Coupable de crimes contre l'humanité. Condamné à mort par pendaison. 24 janvier 1948, prison de Montlupik, Cracovie. Erich Moosevelt, 34 ans, fut conduit à la chambre d'exécution. La méthode choisie était délibérément primitive, des crochets métalliques étaient fixés au mur. C'était la même méthode qu'il avait utilisée pour assassiner d'innombrables prisonniers. Les gardes ont installé Moosevelt sur un tabouret en bois. Ils lui ont passé un nœud coulant autour du cou, fixé à un crochet mural au-dessus. Puis ils ont repoussé le tabouret d'un coup de pied. Il n'est pas tombé assez bas pour que son cou se brise net. Au lieu de cela, il s'est étranglé lentement, haletant et suffocant, les jambes battant l'air, mettant plusieurs minutes d'agonie à mourir. Les autorités polonaises prirent une décision finale. Son corps fut remis aux étudiants en médecine de l'université Jagiellon comme matériel d'étude anatomique pour des exercices de dissection. Selon les récits d'après-guerre, l'épouse de Moosevelt mourut lors d'un bombardement allié, et son fils fut envoyé sur le front russe, où il périt vraisemblablement. Le monstre n'a laissé aucun héritage, rien d'autre qu'un témoignage historique d'atrocité. Aucune larme n'a été versée pour Erich Moosevelt. Aucune larme n'était méritée, aucune n'a été donnée. Voici Armée d'hier, War World 2, où nous dévoilons des vérités que d'autres ne veulent pas aborder. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime » pour rendre hommage aux victimes. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer lorsque nous dévoilerons le prochain chapitre caché de l'histoire. Laissez un commentaire pour nous indiquer sur quel personnage historique sombre vous souhaitez que nous enquêtions. Partagez cette vidéo, car ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Merci de votre attention et à bientôt pour le prochain épisode, où nous continuerons à révéler les vérités les plus sombres de l'histoire.